Moi, si vous voulez, je pense qu'on a quand même, il faut revenir à la base, on a un mauvais signal, c'est un chef de l'État, un président de la République qui insulte ses propres concitoyens. À partir de ce moment-là, il ouvre les vannes, en fait, pour vous. C'est le numéro 1, c'est le chef de l'État. Oui, qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Il n'y a rien. Donc, à partir du moment où lui, il insulte, et pas simplement un opposant politique, c'est encore plus grave quand c'est ses compatriotes, une partie de son peuple. Les emmerder, ce ne sont plus des citoyens, etc. C'est incroyable, moi j'ai jamais entendu ça, jamais. Donc après, on se dit, voilà, les vannes sont ouvertes. Bon, après, un Mélenchon, c'est pas coutumier du fait. Hein. Je pense pas du tout que ce soit sa première. Mais moi, j'aimerais un peu plus de radicalité. Je suis d'accord avec vous sur l'analyse. Hein. La radicalité, c'est pas forcément mauvais. La radicalité, ça veut dire revenir à la racine des choses, étymologiquement. C'est pas l'extrémisme, la radicalité. C'est qu'on est vraiment dans le fond des problèmes et on les exprime réellement. J'aimerais de la radicalité sur le fond et pas forcément des insultes. Mais on a l'inverse. Faire bondir, ça. Oui, mais vous savez que ça existe déjà. Les infirmières suspendues, les pompiers, depuis le 15 septembre, ils n'ont rien. Ils n'ont pas d'allocation chômage non plus. Ils sont suspendus, ce qui est terrible. Ils n'ont pas de salaire, mais ils n'ont rien. Donc ça existe en réalité déjà avec des forces vives de la nation, des pompiers, des soignants, etc. C'est un véritable scandale, il faut les réintégrer. Là, ce qu'il dit est extrêmement choquant, mais c'est la foire en ce moment aux propositions, c'est le concours Lépine de la proposition la plus dégoûtante, la plus immorale et la plus choquante possible. Et confiner les non-vaccinés, ça vous choque ? D'abord, oui, bien sûr, ça me choque, évidemment. D'abord, ça n'a aucun sens scientifique. D'abord, le confinement n'a pas de sens en lui-même, mais en plus, les vaccinés se contaminent les uns les autres. Voire, ils ne développent pas de forme grave. Ouais, allez voir ce matin les études en Écosse, où en ce moment, il y a une proportion plus forte chez les doubles vaccinés que les non-vaccinés à l'hôpital. Bien sûr. Probabilité. Non, mais c'est une étude écossaise qui est sortie ce matin, reprise par le Herald Scotland. Donc même ça, c'est de moins en moins... Bon. Je ne vais pas rentrer sur ce débat-là, mais c'est de moins en moins certain, même ça. Mais en tout cas, sur la contamination... grave quand vous êtes vacciné. La probabilité, là il y a l'étude écossaise, il y a une probabilité plus forte quand vous êtes double vacciné d'aller à l'hôpital que non vacciné. Mais vous dites n'importe quoi. Avec le Omicron. Avec le Omicron. Qui change. Quoi. Mais non, mais vous dites n'importe quoi. C'est parce que vous n'êtes pas d'accord avec une étude scientifique, il faut dire que c'est n'importe quoi. Mais, une étude scientifique, ça ne veut rien dire. Déjà, il faut avoir probablement qu'il y a un an, vous me disiez que le vaccin empêchait d'attraper la maladie. Et je vous disais que c'était pas vrai et j'avais raison. Moi, je vous ai jamais dit ça déjà pour commencer. Le vaccin n'empêche pas d'attraper la maladie. Tout le monde disait ça il y a encore 6 mois. Le vaccin empêche de développer une forme grave. Donc moi, la question que je vous pose... Mais les cartes sont rebattues avec Omicron. La question que je vous pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous dites à tous les parents d'enfants qui aujourd'hui ne peuvent plus emmener leurs enfants dans les urgences pédiatriques parce que les soignants sont débordés à cause de toutes les personnes non vaccinées qui développent des formes graves de Covid et qui sont aujourd'hui en réanimation. Mais vous vous trompez. Qu'est-ce que vous dites à un patient vous créez un bouc émissaire, c'est pas bien. Qu'est-ce que vous dites à un patient qui aujourd'hui ne peut pas subir sa chimiothérapie alors qu'il a une forme grave de pathologie qui est en l'occurrence un cancer et qui ne peut pas être soigné parce que vous avez des patients non vaccinés qui développent des formes graves et qui viennent user notre système de santé. Je veux dire, prenez-vous. Les irresponsables, ils sont de ce côté. Vous devriez vous en prendre. Pour moi, les irresponsables. C'est extrêmement important. Pour vous, c'est irresponsable la position de Florian Philippot ? Bien sûr qu'elle est irresponsable. Les irresponsables, ce ne sont pas les non-vaccinés, premièrement. 2, les vrais irresponsables sont ceux qui ferment des lits à l'hôpital, qui créent cette embolie. Ils en ont fermé 120 000 en 25 ans, dont 5 700 lits fermés en 2020. Les deux sont tout aussi responsables. Et ensuite, l'embolie du système par les non-vaccinés. Vous savez ce qu'on appelle non-vacciné aujourd'hui ? Un double vacciné est considéré comme non-vacciné à l'hôpital. Ça, il paraît que c'est faux. Non, c'est pas faux. Les médecins ont dit que c'était faux. Mais non, c'est pas faux. Et vous ne pouvez pas avoir... Ça, c'est une fake news que vous lancez sur tous les plateaux. Tous les médecins disent que c'est faux. Non, c'est la vérité. Quelqu'un qui n'est pas à jour de ses doses est remis administrativement comme non-vacciné. Là, samedi, vous allez avoir 600 000 Français qui seront désactivés. Là, vous parlez du pass vaccinal. C'est la même chose. Ensuite, vous arrivez à l'hôpital, vous êtes au même statut administratif. Ce n'est pas vrai du tout. Et Pasteur, regardez, Pasteur dit à la fin du mois, il y aura 6 000 personnes en réa. C'est quasiment comme le pic de la première vague, c'était 7 000. Bon. Or, il y a aujourd'hui 12 fois moins de non-vaccinés qu'à la première vague. Vous ne pouvez pas avoir 12 fois moins de non-vaccinés et nous dire que c'est tous les non-vaccinés qui sont en réa et avoir le même chiffre à la fin. Il y a évidemment un problème dans votre affaire. On nous ment et allez voir. Non, mais parce que c'est un problème mathématique, vous le savez, à partir du moment. Oui, ce que je viens de dire. Oui, mais à partir du moment où vous avez 90% des Français qui sont vaccinés, à partir de ce moment-là, et qu'on sait que ça ne marche pas sur 0,1 ou 0,2% des gens qui sont vaccinés, forcément, vous avez aussi en réa des gens qui sont vaccinés. C'est pas le même nombre que quand il y avait 0%. Non, et par ailleurs, il faut quand même préciser juste une chose. Je voudrais juste dire une chose pour revenir à votre sujet. Allez-y, et Lamia et Eric Charles. Je vous laisse la parole. Je rappelle qu'Estrosi avait défendu l'hydroxychloroquine et il avait été soigné lui-même par le protocole Raoult. Il en faisait la publicité sur tous les plateaux. Il n'en parle absolument plus. Ça, c'est pas digne non plus. Estrosi a été député entre 1988, j'ai vu ça, et 2016, puis 3 fois ministre entre-temps, avant, etc. Donc, il a voté plein de lois qui ont fermé des lits à l'hôpital. Donc, s'il y en a bien un qui est irresponsable, c'est Monsieur Estrosi. Lamia Larage. Et qui ferait bien de faire amende honorable.
pas de sujet là-dessus, je suis pas porte-parole. Non, bien sûr, non, mais vous vouliez dire quelque chose. Bien sûr, je vais dire quelque chose. En 1988, j'avais 2 ans, donc autant vous dire que c'est pas du tout mon histoire en l'occurrence. Je n'ai pas parlé de vous, j'ai parlé de M. Estrosi. Simplement, ce que je veux dire, il y a 2 choses. Il y a effectivement la fermeture de lits à l'hôpital, et là-dessus, vous avez raison. Quand on a une situation telle que celle qu'on est en train de vivre, et que malgré ça, le gouvernement d'Emmanuel Macron continue de fermer des lits, c'est absolument inacceptable. On est tous d'accord là-dessus. En revanche, vous avez aujourd'hui... Mais c'est pas le sujet. Oui, d'accord, ok. Mais on va pas remonter non plus, on va pas faire l'histoire de la fermeture des lits. Mais j'ai pas de sujet avec ça. Je vous dis qu'effectivement, la question, la politique de fermer des lits n'est pas bonne. Elle n'aurait pas dû être... Faut-il confiner les non-vaccinés? Sur la question des non-vaccinés, aujourd'hui, vous êtes en train de vous jouer des chiffres pour raconter n'importe quoi. Vous répétez des données. Mais vous êtes pour sur l'allocation chômage, là? Je suis pas pour l'allocation sur l'allocation chômage. Simplement, je suis pour la vaccination obligatoire, et depuis le départ. Je crois qu'il y a des mesures qui doivent nous protéger collectivement pour pouvoir garantir à tout un chacun le droit de pouvoir vivre et pouvoir être soigné. Et en l'occurrence, aujourd'hui, mais vous allez croire à toutes les fables du gouvernement jusqu'au bout. Ça s'appelle la santé publique, monsieur, ce n'est pas une fable. Je vous rappelle qu'on vous avait dit le pass sanitaire, c'est la liberté. Eric Schall, vous voyez, je crois que Christian Estrosi vient d'apporter la démonstration de la stratégie du président de la République. De vouloir saturer le débat présidentiel dans les 3 mois qui viennent uniquement sur cette question sanitaire. On essaie de transformer tout ça en un débat entre pro-vax et anti-vax. Emmanuel Macron, mais du coup, c'est télégraphiste, reproduisent ce discours-là pour tendre au maximum. On vient de voir ce débat totalement manichéen sur le sujet. Et le problème pour les Français, c'est pas entre les pro-vax et entre les anti-vax. Le problème, c'est entre les bons et les mauvais gestionnaires. La question qu'on doit se poser à propos d'Emmanuel Macron, c'est ce qui gère bien cette crise sanitaire. C'est pas de savoir s'il faut être pro ou pro-vax. Et quelle est votre réponse? Ma réponse, c'est qu'on a enchaîné les couacs depuis le début. Il y a eu un couac sur les masques, il y a eu un couac sur la distribution des tests au départ, il y a eu des couacs sur la logistique du vaccin. Vous êtes contre le vaccin, je suis favorable. Je suis pas contre le vaccin, je suis pour la liberté, c'est tout. Distribution du vaccin. Il y a le pass vaccinal hallucinant sur ce protocole sanitaire. 5 protocoles en 10 jours à l'école. On va de couac en couac. Et donc non, ce ne sont pas de bons gestionnaires. Mais simplement, ils veulent cacher tout ça, ils veulent mettre ça sous le tapis. Alors on clive au maximum avec des débats tous les jours, avec une surenchère supplémentaire maintenant sur l'isolement des non-vaccinés. Mais le but c'est ça, le but c'est de tendre, c'est d'arriver à ce débat. Il choisit ses adversaires. Emmanuel Macron, il adorait débattre uniquement avec Éric Zemmour mais avec Florian Philippot, parce qu'il trouvera ça plus confortable pour la présidentielle de débattre uniquement avec vous des questions sanitaires, parce que vous êtes parfois un peu dans la caricature néanmoins, et que de choisir des adversaires qui sont moins dans l'outrance et plus dans la proposition. Vous voulez dire que Valérie Pécresse lui fait peur? Évidemment. C'est ce que j'entends dans votre discours. J'ai déjà fait un débat avec Macron, il n'était pas brillant. J'imagine qu'il a plus d'inquiétude. Oui, mais le problème n'est pas la question. Ne le surestimez pas. Mais j'en propose un. C'est un très bon débatteur. En même temps. Moi, j'ai fait un débat avec lui en 2015. Je veux vous dire, à la télévision. On doit absolument sortir de ça et que toutes ces propositions-là ne vont servir qu'à ça, saturer le débat. Eric Revel. Je vais vous dire. Mais vous avez des gens comme Florian Philippot qui vous disent c'est pas la panacée la vaccination. Donc je comprends que les gens soient en colère et qu'ils en aient ras-le-bol. Le vaccin contre la grippe, vous le faites bien tous les ans. Enfin, pour ceux qui sont concernés. Et petit à petit, on va y arriver. Le vaccin contre la Covid, de toute façon, il y a un moment ou un autre, effectivement, il va s'inscrire dans une certaine temporalité que pour l'instant, on ignore. Mais c'est tout l'enjeu aujourd'hui de notre société. La société, elle est évolutive. Elle n'est pas figée. Ouais, mais enfin bon, sur le vaccin, vous avez plein d'effets secondaires dont personne ne veut parler. Oui, mais surtout les médicaments, vous avez des effets secondaires. Hein. Non, mais parce que c'est pas. Oui. Bah oui. Non. Bah oui. Sauf que normalement, on attend toujours un certain temps avant de le mettre en public. Oui, mais vous avez déjà regardé la notice d'un médicament. Vous avez vu les effets secondaires, c'est long comme ça à chaque fois. Comme ça. Bah oui. Oui, mais il faut en prendre 4 ou 5. Oui, d'accord. Mais c'est pareil. Mais les effets secondaires, il y en a sur tous les médicaments. La prise du Doliprane ne conditionne pas ma possibilité d'aller au restaurant, contrairement à ce vaccin. Donc c'est quoi plein d'effets secondaires? Dites-nous, c'est quoi? Ah bah moi, hier, j'avais le papa d'un jeune homme qui, après sa deuxième dose, est mort à 16 ans. D'accord. Et donc, c'est à cause du vaccin, vous le savez. Donc, vous êtes scientifique et épidémiologiste et vous avez vu de vos yeux que grâce à cette injection, paf, il y en a plein, malheureusement. Non, mais arrêtez de dire n'importe quoi. Parlez aussi à Marc Doyer, son épouse. Enfin, écoutez. Statistiquement, aujourd'hui, vous êtes à plus de 4 milliards de personnes qui sont vaccinées dans le monde. La NSM a parlé de ces effets secondaires. Bon. Et le nombre de morts du Covid en France, vous nous le rappelez? Oui, d'accord, mais... Bah oui. Non, mais alors, est-ce que vous avez le sentiment... Non, mais oui, pas et alors. On va remettre les choses. Est-ce que vous avez le sentiment en ce moment qu'il y a une maîtrise de l'épidémie par la survaccination qu'on a faite? Il y a une maîtrise du nombre de victimes. La vaccination. Il y a une maîtrise du nombre de morts, oui. 260 de mémoire. C'est beaucoup. Bah oui, c'est beaucoup, d'accord. Mais il y a une maîtrise. Il y a une maîtrise par rapport au nombre de morts qu'on avait quand on n'avait pas le vaccin. C'est pas tout à fait la promesse. Honnêtement, reprenez. D'accord, c'est pas la promesse. 6 mois, c'est pas. Mais il y a une maîtrise. Il y a une maîtrise du nombre de victimes du Covid. Pour la liberté vaccinale, je pense qu'il ne faut pas le faire pour les jeunes et pour les enfants, ça c'est certain.
Mais là, je suis d'accord avec vous. Le bénéfice-risque n'est pas bon. Et je pense que ce n'est pas la panacée, qu'on doit travailler sur les traitements, sur l'état de l'hôpital et laisser les médecins prescrire. Mais au-delà de ça, je veux sortir du débat sur la vaccination. Il y a des tas de gosses dans le monde qui aimeraient qu'on trouve un vaccin contre le paludisme. Mais on parle du Covid. Non, mais attendez, on n'est pas sur le paludisme. Si on trouvait un vaccin, et peut-être que l'ARN d'ailleurs va permettre de gagner du terrain sur le paludisme qu'on appelle la malaria, parce que pour l'instant il n'y a qu'une prophylaxie, et le jour où il y aura peut-être un vaccin même à l'essai, il y aura moins de gamins dans le monde qui mourront du paludisme. Alors les enfants actuels seraient les cobayes pour le futur vaccin paludisme. Ça n'a pas de sens, enfin. On n'est pas sur la même maladie. Moi j'ai fait fièvre jaune, parce que fièvre jaune, quand on va en Guyane, on peut mourir avec 40% de mortalité. Bien sûr, donc vous faites le vaccin, et pourtant il y a des effets induits avec la fièvre jaune, comme il y a des effets induits avec les prophylaxies que vous prenez contre le paludisme. Alors, on finit, on parle de l'obligation des masques à Paris. Je n'évacue juste pas le débat que lance Macron ou Estrosi. C'est pas anodin. C'est la première fois quand même, parce que des stratégies, vous avez raison, des stratégies politiciennes de saturer le débat avec des débats accessoires ou parallèles. D'abord, cette histoire de Covid avec tous les problèmes de liberté et de santé publique n'est pas accessoire du tout. C'est un vrai problème philosophique et qu'on vit depuis 2 ans. Et 2, c'est la première fois qu'on sature par des insultes permanentes, des menaces. Jamais vu ça. On menace les gens de les ruiner, de les mettre à la rue. Plus d'allocation chômage s'ils bossent plus, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils mangent plus, ils nourrissent plus leurs enfants, on les tue. Oui, Jean-Marc, on est très exactement en train de dire ce que je vous disais donc tout à c'est l'heure. pas anodin. Emmanuel Macron, on ne doit pas balayer ça. Christian Estrosi ce matin donne le micro à Florian Philippot pour le donner quasi crédible à ses arguments. Alors que depuis le début, de toute manière, vous tenez des propos sur la vaccination qui sont à mon sens quasi criminels depuis le départ. Criminel. La liberté est criminelle, mais j'ai bien compris que pour vous la liberté était criminelle. Parce qu'il y a énormément la liberté maintenant est criminelle. Mais Florian Philippot, parce que en fait, ce qui vous intéresse, c'est de vous refaire une santé politique. Mais oui. Je parle de propos, effectivement, que je considère souvent comme criminels parce que cyniques. Lesquels? Parce qu'ils évoluent. Non, parce qu'ils sont diffamatoires, vos propos. Non, parce que vous, en permanence, vous faites évoluer votre discours en fonction de ce que dit le gouvernement. Je suis un des seuls Par exemple, sur les masques. Je vais vous donner un exemple. Je ne défends pas le gouvernement. Moi, je le combats avec constance sur le même thème. Mais vous changez. Mais j'aimerais une dénonciation des propos de M. Estrosi, ce que vous ne faites pas. Parce que moi, je ne veux pas ruiner les gens, je ne veux pas les affamer, je ne veux pas les priver de boulot, je ne veux pas les priver d'allocation chômage. Et je ne veux pas les enfermer chez eux. Éric Schall, vous avez porté des accusations qui sont violentes. Vous parlez de propos quasi criminel. Qu'est-ce que vous voulez dire une diffamation et que vous êtes incapable de justifier? Mais si vous me laissez vous répondre, je vais vous dire pourquoi je considère que ces propos ont cette portée-là. Parce qu'au début de la crise, quand il n'y avait pas de masque, vous étiez le premier à hurler en disant il n'y a pas de masque. Je demande au gouvernement, vous voulez des masques pour tout le monde. Vous étiez sur les plateaux, je vous ai croisé en expliquant qu'il fallait des masques. Pendant 3-4 semaines, je vous réponds. Attendez, mais ça c'est important. Pendant 3-4 semaines, personne ne connaissait cette maladie. Personne ne connaissait cette maladie. A apporté les masques et quand il y a eu des masques, et d'ailleurs pas que le gouvernement, parce que les collectivités locales s'y sont employées bien plus que le gouvernement en l'occurrence. Avec Christian Estrosi, et la région Île-de-France. À ce moment-là, d'un seul coup, vous êtes devenu le héros des anti-masques. Non, pas du tout. En fait, vous êtes une ressenté politique en faisant l'inverse, en prenant l'inverse de ce que veut le gouvernement systématiquement. Vous essayez de vous refaire une santé. Alors venez avec moi. Et vous changez de discours. Mais en quoi les propos sont-ils quasi criminels? C'est ça qui m'intéresse. Parce qu'il est responsable de l'envoi de gens en réanimation, en fait. Vous organisez des manifestations qui sont à la limite, en général, de la légalité, avec des rassemblements, en dépassant les normes. Non, mais vous allez arrêter vos propos parce que je vais vous attaquer en diffamation. Vraiment. Mais ce que je vous dis, vraiment, parce que vous dites n'importe quoi. 15 mois de manifestation, vous n'avez rien à dire parce que vous dites faux. 15 mois de manifestation chaque semaine, parfaitement légal, parfaitement tranquille, parfaitement magnifique. Vous mettez en ligne vos vidéos. Même la police ne vient pas parce que ça se passe magnifiquement bien. Alors moi, je suis très fier, monsieur. Les gens vous rejoignent, vous jouez sur la crédibilité. Et juste attendez, vous allez répondre. Non, vous allez répondre. Attendez. Non, je veux répondre. Mais je vous fais une double réponse. Mais vous allez répondre. Je veux répondre. Juste, Lamia Larage. Non, mais juste c'est pour ajouter dans votre réponse un argument parce qu'elle vous a dit également, et vous l'avez pas entendu, je pense, elle vous a dit que vous êtes également responsable d'envoyer des gens en réanimation. Voilà, allez-y. Oui, moi je pense que ceux qui envoient des gens en réanimation sont ceux qui leur font croire des choses fausses depuis le début. Oui, madame. Oui. Ceux qui n'ont pas voulu traiter la question. Pourquoi vous n'avez pas voulu traiter la question des traitements précoces? Moi je pense qu'on aurait pu éviter énormément d'hospitalisations. S'il y en a, madame, Pfizer vous dit qu'il n'y en a pas, mais il y en a en réalité. Donc vous êtes complotiste. C'est ça la réalité, madame. C'est qu'il y a des traitements. D'où viennent ces traitements précoces? Allez interroger le Japon, allez interroger l'Inde, allez interroger les pays. Mais non, je ne raconte pas n'importe quoi. C'est vous qui êtes contaminé par les communiqués de presse que vous recevez des grands labos. Et j'en suis navré pour vous. Et ça, je pense qu'effectivement, ça envoie des gens en réanimation et à la mort. Sur l'histoire du masque, etc. Au début, je le redis parce que c'est très clair. Les premières semaines, personne ne connaissait cette maladie. On nous dit il faut vous confiner 2 semaines, mettez le masque tous et vous serez tranquille. Ok, j'ai joué le jeu. Au bout de 2-3 semaines, on se rend compte que c'est faux, ça
va durer 2 mois, 3 mois. On se rend compte qu'il y a des pays qui font pas ça comme la Suède où ça se passe mieux qu'en France. Donc on se dit, alors c'est pas bon. Donc ma position elle est claire. Et ben la Suède, vous êtes allé voir. Vous êtes allé voir. Ça fait 7 mois qu'il y a très peu de morts en Suède. Je vous le dis, il n'y a pas eu l'hystérie, il n'y a pas eu les mesures liberticides en Suède. Alors oui, j'assume que c'est un superbe exemple. La Suède est le pays qui a le moins de densité en Europe. Vous donnez systématiquement l'exemple de la Suède. C'est comme si je vous disais, je vous réponds, c'est comme si vous disiez qu'en Creuse, il n'y a pas de problème. Il y a plus de morts en Suède que dans les pays voisins qui ont la même densité de population. C'est en train de s'équilibrer parce que oui, mais c'est pas ça, vous l'avez jamais dit avant. L'exemple est insensé, c'est comme si on disait, on prenait l'exemple simplement de la Creuse et en disant que tout va bien en France parce qu'en Creuse, il n'y a pas trop de problèmes. Je le redis, il y a plus de morts en Suède que dans les pays voisins qui ont la même densité de population. Je mets en cause vos propos. Monsieur, vous ne connaissez pas. Mais laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Je vous laisse parler depuis le début. Et en fait, vous parlez sur moi. Ça fait 2 ans que vous nous parlez de la Suède. Maintenant, on a les chiffres sur la Suède. Et ce que je vous dis, c'est qu'il y a des gens qui vous écoutent. En France ou en Suède ? Et vous avez, en tant que responsable politique, vous avez une responsabilité. Et vous avez trouvé un créneau. C'est ma responsabilité. Votre créneau, moi, je l'exerce. C'était de vous refaire une santé politique sur ce créneau anti-vax. Vous prenez systématiquement le parti pris inverse du gouvernement. Même quand le gouvernement change d'avis, vous rechangez d'avis pour être contre. Et c'est pour ça que je vous dis que vos propos sont graves et qu'ils sont dangereux pour les gens qui vous écoutent. Et comme j'ai l'occasion de débattre avec vous, je vous dis pour tous les gens qui vous écoutent, il y a des gens qui sont de bonne foi, mais quand vous les entraînez dans vos rassemblements et vos manifestations avec les chapeaux pointus et en s'amusant dans la rue, vous avez mis vos vidéos en ligne, et je vous dis c'est grave. Parce que après, vous, quand vous partez, quand il n'y a plus les caméras, vous remettez le masque. Et vous n'avez plus la même attitude. Et c'est ça que je ne mets jamais le masque. Parce qu'il y a des gens qui vous suivent et qui sont crédules et vous jouez sur cette crédulité. Je ne mets jamais le masque et la justice m'a donné raison. Florian Philippot. Alors je réponds. Sur la Suède, oui, j'assume. Beaucoup moins de morts qu'en France. Non, c'est faux. Beaucoup moins de morts qu'en France. Mais vous ne connaissez pas les chiffres. Vous venez me faire un laïus et on se rend compte que vous êtes un bonnet d'âne. Vous ne connaissez pas les chiffres. Oui, oui. Mais donnez-moi les chiffres. Il y a 20% de mortalité par habitant en moins qu'en France. Vous disiez quoi tout à l'heure sur Mélenchon? Non. Insulter les gens. Bonnet d'âne, c'est pas une insulte. Voilà. Donc vous ne connaissez pas l'exemple suédois, il y a beaucoup moins de morts aujourd'hui par habitant en Suède qu'en France. Mais vous mentez. Non, c'est vérifiable. Enfin, arrêtez de mentir, monsieur. 2, ça fait 7 mois qu'en Suède, c'est calme plat. 2, checkons en direct, vérifions en direct. 2, c'est calme plat en Suède depuis 7 mois. 3, puisqu'ils n'ont pas fait de confinement, qu'ils n'ont pas traumatisé leur population, qu'ils n'ont pas fait de passe sanitaire ni vaccinal, qu'ils n'ont pas traumatisé les gamins, etc. Il y a beaucoup moins de problèmes économiques. Ils n'ont eu que 3% de récession en 2020 quand on en avait 8,5. Et ils n'ont pas eu les problèmes de faillite, ils n'ont pas eu les problèmes de dépression, de tentatives de suicide et de suicide, y compris chez les gamins, dont votre politique est responsable. Si vous voulez qu'on parle de sang sur les mains, de morts causées, alors regardez les dégâts collatéraux de vos politiques et de vos choix et ceux du gouvernement, des tentatives de suicide, des suicides qui ont explosé chez les gamins et les adolescents, ça c'est votre politique et celle que vous soutenez. Donc moi j'ai pas de leçon à recevoir de gens que je considère comme vous irresponsables, liberticides et pas très malins du point de vue scientifique parce que vous continuez à asséner des choses. La vaccination va nous apporter tout, le tout vaccinal, etc. Vous ne regardez pas la situation. Nous avons 300 000 contaminations par jour. Nous avons 300 morts hier. Donc, excusez-moi, votre politique, elle ne fonctionne pas. Par ailleurs, vous avez détruit la psychologie des gamins. Vous avez vu ces chiffres sur l'augmentation des dépressions, etc. Vous avez détruit l'école. Vous avez détruit des commerces. Vous avez détruit, mis en faillite une économie. Mais vous avez la majorité. Opposition, entre guillemets. Allez, on va avancer. On va parler de Jean-Michel Blanquer. C'est bon. Vous avez répondu. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas trouvé encore. Ils sont en train de chercher. Moi, je voudrais juste en régie. La mortalité par habitant est très inférieure. On va parler de Jean-Michel Blanquer. On va avancer un petit peu. Qui parle de masques. Ça concerne le Covid également. Jean-Michel Blanquer qui a annoncé hier plusieurs millions de masques FFP2. Regardez. Nous avons entendu l'attente en matière de masques FFP2. Nous avons rappelé que le Haut Conseil de santé publique ne préconisait pas spécialement leur développement, mais nous avons souhaité avec le Premier ministre que ce soit possible quand même, notamment pour certains personnels. Je pense aux professeurs en maternelle qui ont des enfants sans masque face à eux, aux professeurs qui interviennent devant les élèves en situation de handicap, à ceux que nous appelons les AESH. Plus globalement, une disponibilité de ces masques à l'école primaire comme dans le second degré, pour ceux qui, pour une raison ou pour une autre, en ont besoin, même si le principe n'est pas une généralisation pour tous tout le temps. Ce n'est pas forcément souhaitable en soi. Néanmoins, c'est 5 millions de masques FFP2 qui seront ainsi diffusés dans le système scolaire pour répondre aux besoins. Vérifier. Vous voulez donner le chiffre, mais on ne l'a pas vérifié. Vous pouvez le voir sur le site du Monde, c'est tenu en temps réel. France 1889, l'indicateur de mortalité par million. Suède 1520, c'est un différentiel de 24%. J'étais 1520 quoi 1520 quoi morts par million. Et bien donc il y en a plus en Suède. 1520, France 1889. Ah 1800 pardon. Et ça fait 24% de plus. Juste, on revient à Blanquer, on va pas faire un débat sur la Suède, l'ami à l'arrache sur Jean-Michel Blanquer. Est-ce que les manifestants ont gagné?
Moi, je suis très sensible à cette question. Je suis fils de 2 instituteurs. Je suis sensible depuis toujours. Je pense que le vrai problème de l'école, c'est réapprendre en primaire le français, le calcul. C'est des choses toutes bêtes, mais c'est là-dessus qu'on devrait mettre le paquet, de ça dont on devrait parler. Et évidemment, monsieur a raison, le salaire des enseignants est indigne. On est très en dessous de pays comme l'Allemagne et d'autres pays. Et là, il y a eu beaucoup de mensonges dans la communication gouvernementale sur les revalorisations. Donc remettre une école debout, le respect, l'apprentissage, enfin des choses qui sont aujourd'hui pas dans le débat parce que le débat est embolisé par cette question des protocoles, des machins, l'hystérie depuis 2 ans. Moi, je pense qu'il faut libérer les gamins du masque à l'école, y compris pour les questions d'apprentissage, de psychologie. J'ai entendu le cri d'alarme d'enseignants, d'orthophonistes, de psychologues, etc. Et je pense que c'est notamment pour les jeunes enfants, c'est un vrai sujet dans l'apprentissage de la langue, voir le visage de ses camarades et de son professeur notamment. Et puis, vous savez, il y a encore des choses toutes bêtes parce qu'on parle de tout ça, masque FFP2, mais il y a plein d'écoles où vous avez juste encore pas de savon en fait. Ouais. Vous avez pas de savon, où vous n'avez pas les fameux aérateurs. Moi, ça fait 1 an et demi, j'en parle sur votre plateau. On en parle encore, je trouve ça hyper bizarre. Gabriel, attendez, un dernier mot parce qu'il y a quelque chose qui me surprend finalement. Je crois que si on tire le fil de cette affaire Leclerc et de la baguette, on tombe sur le niveau des salaires et des retraites et des pensions en France beaucoup trop bas. Parce qu'il y a un problème d'organisation de l'économie, notre désindustrialisation. Il faut réaugmenter les salaires et les retraites. Ça veut dire réindustrialiser la France. Parce que plus on aura des salaires bas, une économie de la pauvreté, plus on aura des coûts comme ça, qui ne sont pas neutres. Parce que quand Leclerc fait ça, alors on se dit c'est bien pour ceux qui ont un petit pouvoir d'achat, et tout à fait, je comprends. Il y a des clients, vous avez vu dans le reportage, qui disent oui, mais c'est bien pour nous. Je comprends très bien le raisonnement. Sauf que leur problème, c'est que c'est plutôt leur salaire qui est trop bas, leurs pensions qui sont trop basses. Parce que quand Leclerc fait ça, il déstabilise complètement une filière. Les agriculteurs qu'il faut soutenir, la qualité qu'il faut soutenir, les artisans boulangers qu'il faut soutenir, nos commerçants, monsieur en parlait, nos villes où il n'y a plus de commerçants. Vous voyez, les communes entières, il n'y a plus un commerce, il n'y a plus rien, il n'y a plus une boulangerie, c'est une catastrophe. Et sachant que quand Leclerc fait ça, il peut assécher un marché, il met en faillite les boulangeries à côté, etc. Et après, il réaugmente son prix. Ils l'ont fait dans d'autres secteurs. Donc il faut être extrêmement... D'ailleurs, il a déjà dit que c'est pour 4 mois. Donc Leclerc, lui, non, il ne se bat pas pour le pouvoir d'achat des Français, il se bat pour sa rentabilité, sa communication, etc. Mais à la limite, on peut presque même pas lui en vouloir, il n'est pas là pour ça. C'est une boîte privée. Par contre, s'attaquer au vrai problème du pouvoir d'achat, c'est-à-dire le niveau des salaires et des retraites, et donc en même temps, on protégera nos boulangers et nos agriculteurs, ça, c'est le vrai sujet.